Bonjour et bienvenue dans ce 118e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, à l'architecture et au développement des technologies .NET. Nous enregistrons cet épisode le 6 mars 2026. Je suis Denis Voituron, accompagné d'Adrien. Bonjour, Hello. mon ami. Ça va bien? Ça va et toi? Mais oui, toujours. Un enregistrement qui va être intéressant aujourd'hui parce que on va parler avec Philippe Payola, si je prononce bien ton nom. Sinon, Ah, tu prononces bien et il déchire votre introduction. Qui c'est qui l'a faite? C'est pas l'IA. C'est pas l'IA parce que c'était avant. Je pense que c'est Christophe qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous a mis sur la voie et qui a commencé à Chapeau à lui, parce que je trouve que ça fait très pro. T'as Chapeau. vu, hein? T'as vu. C'est dommage pour la suite du podcast. Ah ouais, rien que pour ça, il faut regarder la vidéo. Rien que pour le jingle des 30 secondes. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu es Cloud Solution Architect Data et AI chez Microsoft France. Mais tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à la mode, un sujet du moment, à savoir l'intelligence artificielle. Mais plus particulièrement, quelle partie de l'IA? Dis-nous-en un peu plus. De quoi allons-nous parler? Écoute, aujourd'hui, on va parler de Copilot Studio, de fonderie, de souveraineté des données, peut-être de dette cognitive, peut-être de en quoi l'IA impacte notre apprentissage. Que ça soit en termes de théorie, de pratique, de métacognition, donc de correction. On parlera peut-être aussi de l'effet Google, qui a été largement documenté par le passé. Puis, il y avait une étude du MIT de 2025 sur la dette cognitive qui est intéressante. Et on verra un peu quelle solution peut apporter l'IA. Parce que l'IA, c'est un peu comme toutes les technologies qui ont été inventées. Il y a le bon et le moins bon. Et donc, si on utilise l'IA à bon escient, oui, on peut améliorer nos journées, on peut gagner du temps pour le mettre à profit sur des sujets qui nous plaisent plus. On peut déléguer à l'IA les aspects récurrents à faible valeur ajoutée d'un job qu'on peut avoir et se concentrer sur ce qui nous nourrit et ce qui fait de nous des humains qui sont dans une logique d'apprentissage et d'amélioration continue. Donc, il y a toute cette logique qui va être discutée, je pense. Moi, j'ai juste une question avant de commencer. On parle beaucoup d'IA, mais selon toi, qu'est-ce qui t'a fait croire ou dire que l'IA allait vachement t'aider? Est-ce que tu as une anecdote pour nous à ce niveau-là? Alors, vachement m'aider, oui. Alors, moi, l'IA, j'ai travaillé bien avant dessus, avant de rentrer chez Microsoft même. J'y suis depuis bientôt 7 ans. Et j'y croyais déjà parce que déjà, ça s'appliquait l'IA à n'importe quelle typologie de client. Dans le sens où, quelle que soit l'activité d'un client, on peut lui parler d'IA. Parce qu'un client, en général, qui vend un service ou un bien matériel, il a toujours un support, il a toujours des RH, il a toujours des notes de frais à gérer. Donc, l'IA va nous faire gagner du temps. Maintenant, pour répondre à ta question, Adrien, parce que tu vas dire, ouais, tu fais ton politique, tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui m'a fait encore plus investir dedans? Bon, il y a eu l'avènement de ChatGPT, mais moi, pour info, je travaillais déjà sur Q&A Maker et Louis Understanding, un peu leur ancêtre d'IA chez Microsoft. Donc, pour bien situer, moi, l'IA, je l'utilise tous les jours dans 2 pans de mon activité. On va parler un peu de ce que je fais chez Microsoft, mais premier pan, Copilot dans Teams. Pour moi, ça a été une bouffée d'air, une révolution. Le fait de pouvoir résumer les meetings, les call to action et les envoyer à mes clients. Je suis toute la journée, sans doute comme vous, en réunion. Quand je commence à 8 heures du matin ma première réunion et que je finis à 18 heures et que c'est des réunions d'une demi-heure, je mets au défi n'importe qui de se rappeler exactement de ce qui s'est dit le matin à 18 heures le soir sur la première réunion et quelles étaient les actions futures, etc. Et objectivement, et c'est pas parce que je bosse chez Microsoft, mais parce que demain, si je suis plus chez Microsoft, je prendrai cette licence-là. Copilot dans Teams, ça me fait gagner un temps monstrueux, puisque les comptes rendus sont envoyés avec une précision qui est de l'ordre de après 99,99%. Pour moi, l'IA ne se trompe plus, pratiquement plus, sur les comptes rendus de réunion. Il y a quelques petite nuance qu'elle n'a pas,
mais globalement, le compte-rendu, il est fidèle à ce qui a été partagé. Et en plus, quand je fais des blagues pendant les réunions, on enlève les blagues des comptes rendus. Donc, je veux dire, elle est parfaite. Ça, c'est le premier point. Il ne devrait plus rester grand-chose sur mes comptes rendus à moi. Là. Ouais, ça, c'est un autre point. Et deuxième point, tout ce qui est Copilot M365, j'utilise aussi quand j'ai des questions un peu pointues des clients. J'essaye de comprendre quelles sont les ressources à disposition pour que j'aille répondre à mon client. Et les ressources, en fait, comme Copilot M365 va vous fournir les liens vers la documentation officielle, ça me permet de gagner du temps. Voilà, c'est les deux IA génératives que j'utilise au quotidien et qui me font gagner du temps au final pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ouais, si je veux juste compléter, moi je suis plus dans l'aspect dev chez Microsoft et on utilise énormément l'IA pour les points dont tu parles, évidemment, notamment tout ce qui est réunion, mais également aussi dans tout l'aspect développement, quoi. Donc, quand on doit développer des processus, à la limite, on commence par poser des questions, que ce soit à Claude, que ce soit à Copilot, pour avoir des réponses et pouvoir après regarder. Il y a toujours un œil derrière pour vérifier si tout ça est correct, mais effectivement, ça améliore grandement quand on a des exemples de code et qu'il va falloir. J'ai encore eu le cas il y a 3 jours, des conversions du mapping de documents JSON. J'ai un JSON, je lui dis vas-y, crée-moi toutes les règles qui sont derrière pour pouvoir correspondre à tout ça. Bon, il y avait des produits qui existaient avant, mais là, ça se fait en quelques minutes. Et puis après, l'intégration dans les interfaces graphiques, etc. Donc, je pense qu'on utilise effectivement l'IA à tous les morceaux, de tous les côtés, en interne chez Microsoft aussi, et heureusement d'ailleurs, pour nous améliorer la vie. Ouais, ça c'est clair. Après, heureusement, on va en parler, oui, et aussi non, je pense, parce que je suis d'accord. l'IA, et ça a été démontré, prouvé dans plusieurs études, quand elle est utilisée de manière, on va dire, assez par réflexe sur des tâches basiques, eh ben, t'empêche d'acquérir des fondamentaux ou au moins de les garder dans ton escarcelle. Je pense à, par exemple, des étudiants qui vont systématiquement utiliser l'IA pour rendre des devoirs surveillés ou des devoirs maison à leurs profs. Au final, ils ne relisent plus, ils ne font plus preuve d'esprit critique. L'IA va pondre globalement le même devoir pour tous. Et toute la phase encore une fois, les différentes phases dont on parlait, donc la théorie, la pratique, la métacognition, etc., tout ça va passer au second plan. Et donc, on va se retrouver à avoir une dette cognitive et à oublier les fondamentaux, ce qui peut, à mon avis, à terme, poser problème. Par contre, inversement, utiliser une IA, un peu ce que tu disais, Denis, pour te challenger, c'est-à-dire de jouer le rôle de voilà les idées que j'ai, voilà ce que tu pourrais creuser en faisant appel à moi en tant qu'IA, que ce soit pour coder ou pour répondre à des questions bien pointues. Là, c'est intéressant parce que ça ne nous enlève pas notre esprit critique, mais ça nous permet d'aller plus loin dans une réflexion qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu en visu. Plus loin et plus vite aussi, parce que c'est vrai que... mais je suis entièrement d'accord avec toi, il y a un aspect de compréhension initiale et de connaissance qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir, et l'IA à ce moment-là est un outil intéressant. Mais si on veut utiliser l'IA pour nous remplacer et pour faire des choses à notre place sans comprendre ce qu'elle va être le résultat, ça devient dangereux parce que c'est pas toujours à 100%. C'est de mieux en mieux, mais c'est pas toujours à 100%. Et parfois, en fonction de ce qu'on va lui demander, on va avoir l'impression que le résultat est correct et c'est pas toujours le cas, quoi. Et puis il y a deux choses à ça. La première chose, c'est qu'une IA, elle est toujours générative ou pas, elle est toujours basée sur des données. Ces données, suivant l'acteur qui les fournit, elles peuvent être biaisées en termes de contenu. Par exemple, ce que je dis souvent, c'est qu'une IA qui est proposée en Russie sur la guerre en Ukraine ne va pas donner les mêmes résultats qu'une IA qui est proposée en Occident sur la guerre en Ukraine. Et donc, concrètement, il y a tout l'aspect qualité des données qui est à prendre en compte et qui est peu souvent pris en compte par les utilisateurs. Et donc, l'esprit critique associé, OK, qui me propose cette IA, quel est l'objectif derrière, etc., etc. Et puis, il y a aussi le fait de déléguer complètement sa réflexion à une IA qui va créer une dette cognitive. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, j'étais à Lyon, je suis dans un parking souterrain et je vois un jeune qui arrive, je ne
je dirais, une vingtaine d'années, qui me dit « Oui, ma voiture, elle est en panne. Est-ce que vous pourriez me prêter des pinces si vous avez ?» Et puis, on essaye de recharger la batterie. Sauf que je dis « Ouais, pas de souci, j'ai ça. » Sauf que première chose qu'il fait, il demande à ChatGPT « Ok, quels sont les… Est-ce que je dois mettre le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu, entre deux batteries pour recharger une voiture ?» Sauf que ChatGPT, c'est une IA générative. Elle peut faire fi de la réalité du terrain et aller vers une créativité accrue. Ouais. Et donc, quand il y a cette créativité accrue, eh ben, on peut se retrouver avec une IA qui va répondre complètement à côté, qui va parfois halluciner avec tout ce que ça implique. Donc, il y a aussi toute cette logique à avoir. On a aussi cet exemple aujourd'hui, il y a pas mal qui tournent sur les réseaux sociaux qui expliquent un peu les différences qu'on peut avoir avec les différents modèles qui sont proposés dans le grand public. Mais il y a le petit challenge du j'habite à 15 mètres du car wash, je dois aller laver ma voiture, est-ce que je dois y aller à pied ou en voiture? Et dépendant de l'objectivité de chaque LLM, de chaque modèle qu'on veut consommer, la réponse est totalement différente à chaque fois. Et on peut ainsi observer aussi dans ce genre de réponse clairement qu'il y en a qui sont plus dans l'imagination, la création, alors que d'autres sont plus dans la résolution de problèmes. On peut réellement opposer dans ce cadre-ci Claude d'Anthropic et toute la partie OpenAI avec les GPT qui n'ont pas la même vision derrière. Nous, en tant que développeurs, et Denis, tu ne me contrediras sûrement pas, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les modèles proposés par Anthropic que d'aller sur du GPT pour de la génération de code, parce qu'elle est ou même de l'analyse de code, parce que elle a vraiment un business model initial qui est dans la résolution et le reasoning plutôt que GPT qui est plus dans cette générative AI au sens très large dans les réponses qu'il peut fournir. Ouais, Oui. et puis, il y a l'aspect dont tu parles, par exemple, avec le car wash. Il y a un aspect, moi, je pense, de génération du prompt réellement, de ce qu'on va lui demander. Parce que souvent, dans les questions qu'on demande, typiquement dans les questions qu'on a vu passer sur les réseaux à ce niveau-là, c'est je veux aller laver ma voiture, le car wash se trouve à 15 mètres, est-ce que c'est mieux d'aller à pied ou est-ce que c'est mieux d'aller en voiture? Il y a un sous-entendu qui, pour nous, est évident, mais qui ne l'est pas pour la machine, quoi. Et donc, en précisant et en donnant plus d'informations à la machine sur ce qu'on veut faire, quels sont les résultats, quelles sont les contraintes, etc., elle va arriver à résoudre son problème de manière correcte. Et ça, je pense qu'il y a besoin d'avoir un aspect d'expérience sur le résultat final. Donc, si on parle de développement, sur ce à quoi on va s'attendre en termes d'organisation, d'architecture, etc. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Philippe, c'est un des aspects qui va être problématique ou qui l'est peut-être déjà. Je ne sais pas si tu as soit des études ou des réflexions là-dessus par rapport aux jeunes qui utilisent l'IA, qui utilisent les modules de chat de manière quasiment systématique, sans se poser la question sur savoir est-ce que la réponse est correcte, est-ce qu'elle est logique, est-ce qu'elle est bien, et savoir est-ce qu'il faut à ce moment-là reformuler réellement cette question. Je ne sais pas si tu as des choses. Alors oui, j'ai quelques études du MIT ou d'Harvard sur le sujet, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'une IA générative, c'est un système probabilistique. Et donc, c'est basé sur la réponse la plus probable par rapport à un poids qui est associé à des mots dans le prompt, justement. Et donc, il ne faut pas confondre IA générative et une IA qui est dédiée à tout ce qui est résolution de problèmes. Souvent, les premières IA, les 3.5, etc., quand on lui demandait un simple calcul mathématique, elle avait du mal. Mais elle avait du mal, pourquoi? Parce qu'elle basait ses réponses sur des réponses existantes qui revenaient le plus souvent face à ce type de questions. Elle n'était pas plus intelligente que ça. Elle était juste dans une logique de je vais répondre par rapport à mon corpus de données, ce qui a le plus de probabilité d'être la bonne réponse parce que c'est celle qui revient le plus. C'est vrai que l'aspect magique, je pense, est lié, dont on a l'impression qu'elle fait de la réflexion, cet aspect magique est lié parce qu'elle va très vite à arriver à, comme tu le dis, statistiquement à donner l'élément le plus probable qui va arriver après un mot, quoi. C'est ça. Et après, il y a aussi le fait que les IA maintenant, on a du multimodal, donc on est capable de générer des images, des vidéos, du texte, des musiques, etc. Et on est capable de communiquer avec ces IA par la voix. Et donc, on se retrouve aussi dans une logique où on attribue à l'IA des qualités humaines qu'elle n'aura jamais. En tout cas, qu'elle n'a pas à l'heure actuelle. Typiquement, tout ce qui est sentiment. Une IA n'a pas de sentiment. Une IA, elle est basée, encore, à moins que ça change, mais de ce que je sais, sur un système de récompense.
Et donc, mon point, c'est quand même de dire aussi que faut pas oublier que ce qui fait notre différence, c'est aussi notre côté humain qui fait qu'on va faire des erreurs. Mais une IA reste codée par des humains, basée sur des calculs, des algorithmes. Et les algorithmes, et les boucles d'itération, etc., on sait très bien qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, il faut aussi voir dans quel cadre on utilise ces IA et quel est l'objectif qu'il y a derrière. Donc, moi, je suis Philippe Ayola, je suis basé à Lyon. Comme je vous ai dit, je suis CSA Data IA chez Microsoft depuis quelques années. J'ai joint la compagnie il y a bientôt 7 ans. Si vous voulez me contacter suite à ce webinar, il y a mon email qui s'affiche, philippe.payola@gmail.com. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Phil IT. J'ai écrit des livres qui sont en vente, je vous le donne dans le mille, sur Amazon. Donc, ma chaîne YouTube, très rapidement, vous pouvez retrouver le lien qui s'est affiché. Et puis, je publie régulièrement, on va dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, du contenu lié à l'IA de Microsoft, mais aussi lié à Microsoft Azure, qui est le cloud de Microsoft. Et dernièrement, j'ai écrit un livre sur l'IA de Microsoft, justement, qui s'appelle « Réussir avec l'IA de Microsoft », qui va vous parler de Copilot Studio, de Foundry, des images génératives, des IA non génératives et des IA, bien entendu, génératives. Voilà me concernant en quelques minutes. Vas-y, Adrien. J'ai déjà acheté le livre. Et est-ce que tu as commencé à le lire? J'ai commencé, j'ai fait l'introduction et franchement, j'ai trouvé que ta mise en abîme de c'est quoi l'intelligence artificielle, ça permet vraiment de vulgariser pour tout le monde. Même je vais le filer à ma compagne qui n'est pas dans le milieu IT pour lui faire comprendre c'est quoi exactement l'IA. Et après, par contre, quand j'ai vu les chapitres suivants, je pense pas que je vais lui laisser, sinon elle va prendre mon travail rapidement. Ça a l'air tellement bien expliqué que vaut mieux pas forcément le fournir à n'importe quel kidam. Ouais, après, j'essaie de rendre ça le plus compréhensible possible, que ça soit un Cell, que ça soit un Techos qui le lit, il y trouvera toujours quelque chose à apprendre. Mais l'objectif, c'est vraiment de vulgariser ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Voilà. Et quand je le lis, j'ai l'impression que tu es à côté de moi et que tu m'expliques, que tu me prends par la main et que tu me montres. Et tu me diras combien je te dois, combien tu m'avais parlé d'un Bitcoin. Alors, il faut que je regarde le cours. Et pour ce feedback, il faudra que tu me dises combien je te dois vraiment, quoi. Tu m'offriras une bière mardi prochain à Liatou. Boire à un événement, aïe, 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 après tu vas me faire dire des trucs que je ne devrais pas dire. On boira plutôt le soir, je pense. Ça marche. Voilà, moi, ce que j'avais à vous partager me concernant. Je suis plutôt passionné de technologie, ça a toujours été. Et oui, je pense que l'IA, si elle est bien utilisée, peut vraiment nous aider et nous dégager du temps sur des tâches qu'on a vraiment envie de faire. Et ces tâches, ça peut être passer du temps avec ses enfants, c'est pas forcément travailler plus. C'est aussi ça mon point. C'est vrai. Même pour programmer, moi j'ai utilisé récemment, parce que je vais bientôt faire un voyage, logiquement, au Canada. C'est magnifique, tu lui poses des questions. Forcément, ne connaissant rien là-bas, il te donne des infos que tu peux vérifier avec d'autres canaux par après. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le travail non plus où on peut utiliser l'IA, et heureusement d'ailleurs. Moi, je reprends un cas, j'écoute un podcast, parce qu'il n'y a pas que le nôtre qui existe, malheureusement, ou heureusement, qui s'appelle Silicon Carnet. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu Oui. parler. Et ils ont parlé, il y avait un petit sujet assez sympa qui était lié au SaaS il y a quelques jours. Et dedans, il y avait une conclusion assez intéressante, un des intervenants qui faisait une conclusion qui disait que l'intelligence artificielle, elle est bien pendant la phase, mais avant la préparation des données, la préparation du prompting et tout le reste, c'est la créativité humaine et tout ce qui en ressort après, ça ne sert pas ça ne va pas apporter plus de valeur d'essayer de faire dire à l'intelligence artificielle exactement ce qu'on veut avoir, mais plutôt de reprendre ce qui a été fait, de retravailler. Et je pense que ce message-là est assez intéressant parce que finalement, on a beaucoup d'outils, et je pense que tu vas nous en parler après, des outils que Microsoft nous propose, mais qui sont là juste pour nous accompagner. Le message et le mot d'ordre chez Microsoft, c'est Copilot. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit voir l'intelligence artificielle. C'est pas quelqu'un qui va nous remplacer, c'est quelqu'un qui va nous assister, qui va faire des choses pour nous. Mais je viendrai pas, moi, dans un avion, à me dire qu'il n'y a plus qu'un autopilote, un copilote, et qu'il n'y a plus de pilote manuel, quelqu'un qui pourrait reprendre les commandes si jamais il y a un problème. Et je pense que c'est là où dans les sociétés, on parle souvent de human in the loop. Il faut que ça reste, il faut que ça soit présent. D'ailleurs, dans Copilot Studio, on pourra en parler, mais il y a effectivement Human in the Loop, il y a un système qu'on appelle des topics, donc des parties d'une conversation qui peuvent être définies spécifiquement avec sur quoi je dois m'appuyer en tant qu'IA pour répondre à cette partie de la conversation, par exemple le bonjour, le au revoir, etc. Mais il y a aussi
le fait que si mon agent dans Copilot Studio ne répond pas plusieurs fois à la même question, parce qu'il n'en est pas capable, eh ben, il peut rediriger la requête à un être humain. Et objectivement, typiquement, pour tout ce qui est support, ça peut être intéressant. Je veux dire, l'IA, si elle est entraînée sur des données, si elle est basée sur des données en mode Retrieval Augmented Generation, donc en mode RAG, sur des données propres aux produits de l'entreprise pour le support de niveau 1, elle fera gagner du temps. Parce que ce qui va faire le sel du support, des personnes du support, ça va être vraiment le support niveau 2, niveau 3, bien précis. Il y a toujours des questions qui reviennent toujours. Et celle-là, eh ben, à force de répondre à la même question, je dirais qu'il n'y a plus d'apprentissage côté humain. Mais pour les nouvelles questions sur des fonctionnalités spécifiques, des bugs spécifiques, c'est là où l'humain a toute sa place. Donc pour moi, c'est plus un peu ce que tu disais, ça permet de gagner du temps, ça permet d'aider et de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Ok. Et comment ça se matérialiserait dans des produits Microsoft? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour y parvenir? Sur des réponses à forte valeur ajoutée, enfin gagner du temps. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous présenter comme outil Alors, il y en a plein, mais et d'ailleurs, on va en parler, mais globalement, avec Copilot Studio, on est capable de se connecter à des serveurs MCP, à des connecteurs qui sont issus de Power Automate, de la Power Platform, etc. Ce qui va permettre d'automatiser certaines tâches comme je reçois un email et automatiquement, il va me proposer un draft de réponse basé sur la question dans l'email. Donc ça permet de rapidement regarder ce qui est proposé par l'IA et de renvoyer l'email dans la foulée. Et en plus de ça, quand tu utilises Copilot Studio, tu as maintenant le concept de Work IQ avec M365 et tu as Foundry IQ sur Microsoft Foundry. Et globalement, c'est une IA, enfin c'est un entraînement qui va regarder tes habitudes, qui va regarder ton ton, qui va regarder tes réponses, qui va regarder tout ce que tu as pu produire par le passé et qui va adapter ses réponses basées sur ce qu'elle connaît de toi. Et donc, on rentre aussi dans une logique où on va maintenant avoir des IA qui vont être capables, non pas de parler à notre place, mais plutôt de répondre comme nous on le ferait, avec nos propres termes, ce qui va améliorer l'expérience utilisateur et les réponses associées. Donc, si je veux faire une allégorie, en soi, c'est un peu, enfin, une analogie avec un parallèle avec ce que OpenAI et ChatGPT font, c'est que dans ChatGPT, quand on lui posait une question style peux-tu dresser mon bilan psychologique ou des choses ainsi, il arrivait à savoir un peu qui on était. Dans Copilot, auparavant, c'est à chaque fois des sessions qui étaient totalement à part et où il n'y avait pas d'historique en soi. Et là, maintenant, grâce à ce que tu nous dis, le Work IQ, c'est le cas. C'est un socle qui nous permettra d'avoir une mémoire à chaque fois. Ouais. Une mémoire d'interaction. Et dans Work IQ, est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça a une connaissance des emails, du rôle, de la fonction? Oui, il y a pas mal. Alors, encore une fois, c'est un service qui a été dévoilé en fin d'année dernière, mais il y a les emails par rapport à, en termes de contenu, il y a aussi les emails, les interactions. D'accord. Bon, je crois que ça fait une grosse intro, en tout cas. Oui. Une belle On intro. est parti dans tous les sens et c'est très bien comme ça. Pour ceux qui nous écoutent, vous verrez qu'on a beaucoup préparé cette session et donc forcément, il va y avoir des surprises et c'est tant mieux. Alors, je vais juste attaquer sur les aspects souveraineté des données, sécurité, etc. Pourquoi, par exemple, déployer un agent, une IA dans Microsoft Foundry ou dans Copilot Studio. Et après, d'ailleurs, j'expliquerai la différence entre Copilot Studio et Microsoft Foundry. Donc, premièrement, vous voyez tous mon écran, je pense. Oui. Ce que Microsoft vous propose, vous impose quelque part et s'engage, c'est que vos prompts, donc les instructions que vous passez au modèle, les completions, donc les réponses du modèle, les données d'entraînement, ne seront pas partagées aux autres clients, ne seront pas partagées à la société OpenAI, ne seront pas utilisées auprès de third-party providers, avec lesquels Microsoft travaille. Et en fait, tout ça, vous allez me dire, mais c'est un site web, Philippe, c'est bien gentil, mais bon, c'est facile de mettre ce qu'on veut sur un site web. En fait, non, c'est un addendum, donc c'est un avenant à votre contrat. C'est-à-dire que quand un client s'engage dans la voie du cloud Azure, il signe ce qu'on appelle un MCA, un Microsoft Customer Agreement. Et dans ce MCA, il est spécifié que le fonctionnement des services fait foi dans leur utilisation et est lié à tout ce qui concerne la sécurité des données et la souveraineté associée.
Et donc, c'est important quand même de bien le prendre en compte. Vous avez un engagement de Microsoft fort pour que vos données restent dans votre tenant et pour que seul vous y ayez accès en tant que client. Et il y a des différences entre, puisqu'on parle beaucoup maintenant avec les tensions, on va dire, mondiales, des différences entre des hébergements qui se feraient dans Azure au niveau US, au niveau européen, donc de manière Oui, géographique par rapport à oui. ça. Est-ce qu'il vaut mieux, Alors, nous, Européens, se mettre sur des data centers européens? oui, alors c'est une très très bonne question. Alors, je vais switcher et je reviendrai sur un autre sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Quand je suis dans le portail Microsoft Foundry, donc là, vous voyez, je suis portail Microsoft Foundry, ai.azure.com, je peux déployer un modèle. Souvent, le modèle qui est très souvent utilisé et déployé par nos clients, c'est GPT-4o. Alors pourquoi 4o? Parce que c'est un modèle multimodal, il ne gère pas que du texte, il gère aussi d'autres modalités, comme des images, de l'audio, comme vous le voyez, hop, juste sur la droite. Le point important, c'est qu'au moment où je vais le déployer, soit je fais partie de ceux qui vont utiliser les paramètres par défaut, soit, pour répondre à ta question, Denis, je vais faire ce qu'on appelle du custom setting. Ouais. Et en fait, quand tu parles justement de quels sont les data centers qui vont traiter les requêtes d'inférence, etc., et ben, ça se définit dans ce qu'on appelle le deployment type. Pour résumer, vous avez le choix entre global, data zone et standard. Je ne parlerai pas de ça pour l'instant parce que ça concerne surtout le mode de facturation. Quand on parle de PTU, de Provisioned Throughput. Mais en gros, global standard, ça veut dire que le premier data center disponible traitera la requête. Et je parle de disponibilité, je ne parle pas de latence. C'est différent. Donc, ça veut dire que pour chaque requête, peut-être que celle-ci, alors je suis basé à Lyon, elle va être traitée aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Suisse, au UK, je ne sais pas. Par contre, avec du global, j'ai accès à un grand nombre de modèles. Les derniers modèles sont disponibles et à un coût qui est quand même assez faible. Donc ça, c'est l'avantage et l'inconvénient du global standard. En data zone, comme son nom l'indique, si vous déployez une instance en Europe, toutes les requêtes seront traitées par un pays européen. Alors, vous n'avez pas la maîtrise de ce pays. Ça peut être Sweden central, ça peut être France centrale, Ouest Europe, North Europe, Dublin, Amsterdam, etc. Mais vous êtes sûr que les données seront traitées en Europe et pas ni aux États-Unis, et encore une fois, pas en Suisse, pas au UK, etc. Et enfin, le dernier, on appelle ça standard. Alors moi, je trouve que le nom est mal choisi. Moi, j'aurais nommé ça régional, mais bon, on a nommé ça standard. Pourquoi pas? Comme son nom l'indique, régional, standard, veut dire que si vous déployez votre IA en France-Centre, votre modèle en France-Centre, que ce soit un SLM ou un LLM, toutes les requêtes d'inférence seront traitées en France-Centre. Donc, ça a un impact, le type de déploiement, sur où seront traitées les requêtes d'inférence par rapport à ta question. Est-ce que j'y ai répondu? Ouais, parfait. Allez, on continue parce que j'ai directement switché sur la technique et j'essaye d'arrêter. Concrètement, quel produit utiliser versus mes besoins? Vous avez cet arbre de décision qui est plutôt bien fait. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que vous voyez, il y aurait beaucoup de choses à dire et on y passerait 1 heure. Je pense qu'on n'a pas 1 heure ensemble. Mais concrètement, dans cet arbre de décision, on voit que au début, la question à se poser, c'est est-ce que je veux améliorer la productivité, l'efficacité de mon travail au quotidien? Et dans ces cas-là, je m'oriente vers du Microsoft 365, dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Teams, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou alors, je veux automatiser certaines tâches au travers d'agents. Et dans ces cas-là, globalement, il y a 2 questions à se poser, ou plutôt 2 services à considérer. Soit Copilot Studio, qu'on verra ensemble aujourd'hui, soit Microsoft Foundry. La différence entre les deux, moi je dis souvent que Copilot Studio, c'est un peu un service qui est packagé pour être facilement pris en main par n'importe quel client, qu'il ait ou pas des compétences en IA. C'est-à-dire que dans Copilot Studio, on ne va pas vous parler de Retrieval Augmented Generation pour dire vous allez parler à mes données. On va vous parler de knowledge, de connaissance. Donc, vous allez avoir un bouton connaissance. Donc Microsoft a créé un outil low-code, no-code en mode SaaS, donc un portail. C'est ça, c'est très graphique. Voilà, où vous allez pouvoir créer des agents très simplement, très rapidement, avec des connecteurs visuels, avec un workflow visuel. Et donc, déléguer quelque part toute la partie
technique à Microsoft et vous concentrer sur qu'est-ce que doit faire mon agent. Un autre avantage de Copilot Studio, c'est ses canaux de distribution. Dans Copilot Studio, vous pouvez déployer sur Slack, sur du WhatsApp, sur du Teams, etc., etc. Sur Microsoft Foundry, vous avez un type de déploiement, un canal de déploiement beaucoup plus restreint. Parce qu'au final, et c'est une des grosses différences, Microsoft Foundry est vraiment là pour vous donner, en tant que développeur, en tant que responsable de l'IT, toutes les clés pour customiser au maximum votre agent, votre modèle et l'intégrer à votre application d'entreprise. Donc, si vous avez des connaissances fortes en développement, si vous avez des connaissances fortes en concept lié à l'IA, si le fine-tuning, ça vous dit quelque chose, si le RAG, ça vous dit quelque chose, et si vous voulez vraiment avoir la maîtrise sur l'agent et le code qu'il y a derrière, partez sur Foundry. À l'inverse, si vous recherchez un produit qui est rapidement disponible via une interface très simplifiée et très orientée utilisateur, partez sur du Copilot Studio. Ouais. Sachant que dans Copilot Studio, juste une parenthèse, on peut rajouter des scripts et un peu de code. Bon, c'est pas du développement, mais on peut mettre un peu de code quand même dessus. Donc on peut, c'est pas que visuel non plus, quoi. Mais bon, 90% du contenu est quand même du visuel, et puis il reste même pas 2% de non visuel et de code derrière. C'est vrai, on peut customiser, effectivement, on peut configurer les workflows et rentrer un peu plus dans le code. Il ne faut pas oublier aussi que les deux produits fonctionnent très bien ensemble. C'est-à-dire que si on a le temps, je vous montrerai qu'on peut créer un agent dans Copilot Studio et le faire communiquer avec Foundry. Et Foundry peut aussi communiquer avec Copilot Studio. Et ça va même plus loin, c'est que maintenant, vous pouvez déployer un modèle dans Foundry qui va être utilisé par un agent dans Copilot Studio. Donc, il y a vraiment une interaction entre les deux produits. Et puis, sans trop rentrer dans les détails sur cet arbre de décision, sachez aussi que Microsoft Fabric, qui est la suite de gestion de données proposée par Microsoft, on va dire un hub de vos données, Microsoft Fabric a un agent qui est proposé et cet agent peut être là aussi accédé, par exemple, depuis Copilot Studio. Donc, je peux parler à mes données qui sont dans Fabric via un agent Fabric qui communique avec un agent Copilot Studio. Donc, on rentre vraiment dans de l'agentique, on rentre vraiment dans un agent qui est dispatcher, moi je l'appelle le dispatcher, dont la charge principale est en fonction des questions de faire appel à d'autres agents pour résoudre des problèmes complexes ou pour rediriger l'utilisateur vers la bonne IA au sein de l'entreprise. Et tout ça, c'est proposé directement depuis les différents portails proposés par Microsoft. Est-ce qu'on pourrait un peu facilement faire un raccourci en disant que Copilot Studio, c'est lié à du citizen development? Denis, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi du citizen development? Du click-click development. Ah. Oui, je dirais que majoritairement, c'est effectivement ça. Il y a, bon, après, il faut avoir un peu de connaissances pour pouvoir mettre en place le système correctement, parce qu'il y a moyen évidemment de faire un peu, comme partout, un peu ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Mais oui, il y a moyen de mettre en place un système, de le créer un projet de développement et de puis ensuite de le mettre en production sans écrire une seule ligne de code. C'est un peu l'idée au départ. C'est effectivement de pouvoir simplifier l'aspect conception et mise en place de tout ça, quoi. Quand je disais qu'on peut mettre du code, techniquement, il y a du scripting qui est disponible dedans quand on veut vraiment faire des formules ou des choses qui sont un peu plus particulières à un métier. Mais globalement, c'est beaucoup de visuels et c'est beaucoup de mise à disposition de solutions déjà existantes. On parlait des canaux de distribution, Teams, Slack et autres, ça peut être du web. Donc voilà, il suffit d'appuyer sur un bouton pour dire comment on va le mettre en place et de cocher des cases pour activer l'authentification et la sécurité derrière, quoi. Donc, Copilot Studio est un très bon produit. C'est ça que tu veux me faire dire? Je le dis. Parce que je travaille dans l'équipe Copilot Studio, donc ça ne peut être qu'un très bon produit. Je t'ai redirigé la question d'ailleurs. Et que je ne me suis pas mouillé. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous partager sur cet arbre de décision. Bien entendu, tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez approfondir vos connaissances sur le sujet. Reste que Microsoft propose beaucoup de portails différents. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, mais globalement, il y a celui proposé par Foundry, le nouveau, sur lequel je vais me concentrer. Et puis, il y a celui proposé par Copilot Studio, qui est juste là, sur lequel aussi je vais faire quelques démos aujourd'hui, si le temps nous le permet. Donc,
Si je devais résumer le nouveau portail Fonderie, il est orienté différentes phases d'un projet. Ce que je trouve plutôt intéressant, ce qui n'était pas le cas de l'ancien portail que vous voyez ici. Là, on avait un menu sur la gauche et puis je dirais basta. Tous les pans d'un projet, que ce soit la phase d'implémentation, la phase de monitoring, etc., étaient dans différents menus et parfois ça pouvait être un peu compliqué de s'y retrouver. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous avez qu'à cocher cette petite case en plein milieu de votre écran et automatiquement, il va vous ouvrir un nouvel onglet et vous permettre d'accéder à ce nouveau portail. Donc, dans la phase de Discover, en haut à droite, dans la phase de Discover, on va pouvoir déjà sélectionner le modèle ou les modèles sur lesquels on va travailler. Ces modèles, ils sont issus d'Anthropic, on va retrouver du Claude, on va retrouver du Meta avec du Llama, du Microsoft avec du Phi, donc des SLM, on va retrouver bien entendu du Mistral, du DeepSeek, du Grok, bon, bref, on va passer ça, et bien entendu les modèles Azure OpenAI. Une fois qu'on a choisi notre modèle, on va le déployer en sélectionnant le type de déploiement. Ensuite, donc ça c'est dans modèle que vous allez retrouver les modèles à disposition et les filtres associés au modèle. Parce que c'est bien d'avoir un modèle en tête, mais parfois ce modèle, il ne va pas être parfaitement customisé, parfaitement fait pour ce que vous souhaitez accomplir. Il y a des clients qui déploient des agents pour tout ce qui est réflexion, pour tout ce qui est raisonnement. Il y a des clients qui déploient des agents pour tout ce qui est génération de contenu marketing, images, vidéos. Ce n'est pas du tout les mêmes modèles qu'on va utiliser. Donc, mon point, c'est que vous avez des méthodes de filtre, pour, par exemple, tout ce qui est inférence, qui vont vous permettre de filtrer au départ vos modèles. Et ce qui va être très intéressant, et moi, c'est ce que souvent je conseille à mes clients, c'est que si au final, vous êtes perdu dans la galaxie des modèles proposés dans un marketplace, vous avez ce qu'on appelle modèle routeur, qui est ni plus ni moins qu'un load balancer de modèles. Mais de modèles par rapport à un critère bien spécifique. C'est-à-dire que quand vous déployez modèle routeur, surtout dans sa dernière version, vous allez définir si votre objectif, c'est la qualité des réponses, le coût ou un mix des deux. C'est ce qu'on appelle les supported options, quality, cost, ou un mix des deux. Et donc concrètement, en fonction de chaque requête, il va rediriger la requête vers un des modèles à disposition. Vous n'avez pas besoin de déployer ce modèle, c'est modèle routeur qui va faire appel aux API de ce modèle à chacune de vos requêtes. Et donc, comme je dis souvent à un client qui hésite entre plusieurs modèles, je lui dis déjà testez modèle routeur, voyez pour les requêtes vers quel modèle il renvoie souvent vos questions, vos prompts, et voyez si à la fin, ce modèle proposé ne correspond pas mieux à vos besoins que celui que vous auriez pu voir en filtrant dans le menu. C'est ça, tu as des statistiques à la fin qui vont te sortir celui que lui a choisi, le modèle qu'il a choisi. En fait, tu le vois dans le playground, tu vas voir pour chacune des questions vers quel modèle il renvoie. Mais oui, maintenant, j'en ai pas parlé, mais on en parlera un peu plus tard dans la phase Operate, tu es capable aussi de voir la pertinence des réponses, le nombre de tokens consommés. Microsoft fournit un vrai dashboard. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est dans modèle. Ensuite, il y a une petite marketplace qui est toute nouvelle et que moi, j'affectionne particulièrement. Alors, ça se retrouve dans Tools, mais en gros, on entend beaucoup parler de MCP Server. Bon, on va retrouver des MCP Servers qui sont soit proposés par Microsoft, soit proposés par des sociétés tierces aussi. On va retrouver du Atlan, du Atlassian, etc. Et là, ça devient intéressant puisqu'en fait, on va pouvoir connecter nos agents à des serveurs MCP. Serveurs MCP qui peuvent être hébergés dans Azure ou dans des sociétés tierces. Hein. Ça peut être dans un autre cloud, comme ça peut être proposé directement par la société cible qui héberge son propre serveur MCP. Oui. J'ai une petite question par rapport à ça. C'est, je vois que tu vas utiliser des logiciels, des bases de données ou des choses ainsi, mais comment est-ce que tu viens à définir l'utilisateur qui va être derrière? Est-ce que c'est l'utilisateur qui va utiliser le modèle ou est-ce que tu dois lui fournir un identity pour l'application? Alors, il y a plein de choses à répondre, mais j'ai pas de schéma, mais je peux en trouver un si besoin. Mais en gros, c'est un agent qui se connecte à un serveur MCP. Et cet agent, il va se connecter avec des informations liées à l'utilisateur. Et concrètement, vous avez différentes méthodes d'authentification proposées, mais on a de l'OAuth et on a ce qu'on appelle les identités managées,
qui sont gérés aussi. Sans trop rentrer dans les détails, l'identité managée, ça représente un service dans Azure. Et ce service-là, cette ressource-là, elle a un compte dans l'Entra ID. Donc, c'est un compte de service, une identité managée. Et en fonction des droits que vous définissez dessus, elle va avoir plus ou moins de droits sur d'autres ressources Azure. Mon point pour résumer et pour répondre à ta question, c'est que, on vous permet de vous connecter à des serveurs MCP fournis par Microsoft ou pas, fournis par des tiers, suivant des méthodes d'authentification qui vont faire en sorte que ce qui est proposé par le serveur MCP ne dévoile pas trop d'informations par rapport aux droits qu'a l'utilisateur final dessus. Sans rentrer dans les détails, un serveur MCP, il propose 3 fonctionnalités, soit ce qu'on appelle les prompts, soit ce qu'on appelle les ressources, et soit ce qu'on appelle les tools. Et donc concrètement, vis-à-vis de tout ça, vous allez avoir la phase de discover dans un fichier Python qui va permettre de récupérer les informations et les services proposés par le serveur MCP à destination de l'agent. Et le gros avantage aussi du serveur MCP, c'est qu'il est agnostique en termes d'agent, c'est-à-dire qu'un serveur MCP peut être consommé par un agent produit et fourni par une société tierce. Ça peut être par exemple de l'AWS, du GCP, du Microsoft, ou ce que vous voulez derrière. OK ? Yep. Nickel. Donc, vous avez une marketplace de serveurs MCP. Vous avez aussi des connecteurs proposés par Microsoft en provenance de Logicap, qui est un peu le même service que vous pourrez retrouver dans la suite Office avec du Power Automate. Donc, Logicap, c'est un service que vous déployez dans Azure, mais qui contient des connecteurs pour se connecter à du Gmail, à du OneDrive, à du SharePoint, à du Jira pour la gestion des tickets, etc., etc. Donc, c'est un point important, c'est que on a le serveur MCP, mais on a aussi des connecteurs associés. Donc là, si je décoche, oui, parce que je n'avais pas coché le filtre, si je décoche le filtre, là, vous voyez, on se retrouve avec des connecteurs fournis par des sociétés tierces, par Adobe, par exemple. Ouais. Il y en a beaucoup, il y en a, je crois, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. On ne va pas tous les faire, mais vous voyez, il y a des connecteurs proposés pour se connecter à du S3 d'Amazon. Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs milliers. Il me semble que le nombre était indiqué au niveau de la case que tu as cochée. Ouais, sans doute. En tout cas, il y en a pas mal, quoi. Ouais, on est à 1400 et quelques. Dans la phase de build, alors je vais vite, bien entendu, parce que c'est pas non plus l'objectif, c'est pas de vous montrer chaque menu, parce que là, la vidéo ferait quelques heures. Mais dans la phase de build, on va pouvoir créer un agent. Donc, rappelez-vous, un agent, est toujours basé d'abord sur un modèle, et un agent permet d'entreprendre des actions. Un modèle, lui, est basé sur du SLM, du LLM, donc Small Language Model, Large Language Model. C'est un modèle qui a pour principale fonction en termes d'IA générative de répondre à des questions d'utilisateurs. Un agent offre au modèle la possibilité de faire des actions, y compris sur la propre application de l'entreprise, surtout si elle propose des call API. Concrètement, avoir les droits pour le faire, quoi. Pardon ? À condition d'avoir les droits pour pouvoir le faire. Tout à fait. Et là aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Copilot Studio, une des différences dont je n'ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Foundry Copilot Studio, la gestion des droits dans Copilot Studio est totalement différente de la gestion des droits dans Microsoft Foundry. Et le point important à retenir, c'est que dans Copilot Studio, pour chaque requête, on va prendre en compte les droits de l'utilisateur sur les ressources qu'il souhaite accéder via l'agent pour y répondre ou pas favorablement. Et on a aussi Microsoft Graph qui est derrière. Sans trop rentrer dans les détails, c'est quand même un point important, c'est qu'une entreprise qui utilise Copilot Studio via un agent n'aura pas à gérer tous les droits d'accès sur les documents, puisque c'est intégré au produit. Donc, on va créer un agent. Un agent, c'est quoi ? C'est un modèle qui peut entreprendre des actions à la place de l'utilisateur. Je peux demander à un agent, modifie-moi telle image, modifie-moi tel document, modifie-moi tel comportement de mon application. Et via des call API et souvent via un serveur MCP, on va pouvoir entreprendre des actions avec un agent sur notre propre applicatif d'entreprise. Donc, ça devient très puissant puisqu'il va pouvoir cet agent automatiser des tâches à la place de l'utilisateur. Donc, moi, j'ai créé un agent Foundry et cet agent Foundry, lui, il est basé toujours sur un modèle. Donc, moi, je compare souvent les agents avec les Jedi et leurs Padawan. Ils viennent toujours par deux.
Ça pourrait être les sites, vous me direz. Ils sont toujours par deux, les sites aussi, mais vous avez compris la logique, c'est-à-dire qu'un agent est toujours basé sur un modèle. Et cet agent, on va lui ajouter des tools, donc des outils. Ces outils, ça peut être par exemple de connecter un agent à des API Bing pour communiquer avec le moteur de recherche de Microsoft. Ça peut être d'interpréter du code Python. Ça peut être de faire du Retrieval Augmented Generation, donc de parler à mes données avec AI Search. Ça permet de se connecter à un agent Fabric, de se connecter à un SharePoint, etc., etc. Et dans la partie custom, on va retrouver, parce que j'en ai pas parlé, la 2A, le MCP et OpenAPI en version 3.0. Et le catalogue dont je vous parlais, dans catalogue, ça j'en ai déjà parlé dernièrement. On va pouvoir fine-tuner un agent et cet agent, il va être protégé par ce qu'on appelle le guardrace. Donc là, globalement, quand vous déployez un modèle, par défaut, et vous ne pouvez pas l'empêcher, sauf à faire une demande écrite dans un form à Microsoft et de la justifier, et par défaut, quand vous déployez un modèle, automatiquement lui est associé un certain nombre de sécurités proposées par Microsoft, dont le content safety que vous voyez sur la droite, en bas à droite, qui va permettre, en fonction de propos tenus par l'utilisateur, ça peut être de l'incitation à la haine, de l'automutilation, des demandes à caractère sexuel ou l'incitation à la violence. Bref, vous l'avez compris, tout ça n'a rien à faire quand on n'a rien à faire dans une interaction avec un agent. On a déjà ça dans nos sociétés, autant ne pas le retrouver dans notre monde virtuel. Donc concrètement, il y a des sécurités qui sont appliquées au modèle automatiquement. Vous pouvez créer votre propre sécurité et la substituer à celle proposée par Microsoft qui s'appelle Microsoft V2, Default V2. Mais sinon, dans tous les cas de figure, vous avez toujours un modèle égal une sécurité associée. Et encore une fois, sous réserve de justification, vous pouvez demander à Microsoft de désactiver pour un modèle particulier le guardrace associé. Mais encore une fois, c'est à la discrétion de Microsoft et toutes les demandes ne sont pas acceptées. Ouais. Je ne vois pas trop dans quel cas on aurait besoin d'avoir ce genre de choses, mais enfin peut-être. Moi, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas pour un client qui faisait de l'analyse de discussion entre un patient et un docteur. Oui. Et en fait, cette analyse de discussion, donc il y avait une retranscription des échanges et après qui était envoyée à l'IA pour proposer des traitements, pour résumer faire un compte-rendu médical de ce qui avait été échangé, etc. Sauf que cette fameuse discussion entre le patient et le médecin peut avoir comme contenu le fait que la personne s'est automutilée, c'est un problème psychologique, parce que la personne s'est battue, etc., etc., ou a été victime de violences sexuelles, etc. Et donc, on se retrouvait avec des transcriptions qui étaient tronquées, qui ne reflétaient pas la réalité de ce qui était dit entre le patient et le praticien. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est supprimé carrément ou bien tu as le remplacé, on va dire, par des astérisques ou tu as une info quand même pour dire que l'info a été supprimée? Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. En fait, déjà, tu as différents niveaux de content safety. Tu as du medium, du low, du high. Et puis, en plus, tu peux créer ce qu'on appelle une block list par rapport à ta question, où tu peux empêcher des termes d'être utilisés. Et donc, Profanity, ou moi, j'ai créé une block list où j'avais mis, je crois, AWS dedans. Voilà. Moi, si tu mets AWS, ça ne marche pas sur mon modèle. Voilà. Et sinon, effectivement, tu peux carrément désactiver la protection. Mais encore une fois, il faut qu'elle soit justifiée. J'ai aussi des clients qui ont demandé et qui n'ont pas eu gain de cause auprès de Microsoft. Mais pour ce client-là dont je vous ai parlé, oui, et ça me paraît logique. Oui, non, tout à fait. Enfin, et je finirai là-dessus sur Microsoft Foundry, vous avez ce qu'on appelle l'onglet Operate, où là, vous allez avoir la possibilité de gérer au quotidien, en termes de gouvernance, votre agent. Vous allez avoir un dashboard, et dans ce dashboard, vous allez avoir le coût associé, le nombre d'agents, le nombre de tokens utilisés, le succès ou les échecs de vos agents, les volumes des requêtes, bref, vous avez des statistiques. Mais ce qui va nous intéresser, que je trouve vraiment pas mal
pour l'avoir déployé dernièrement. C'est dans Admin. Je trouve que le menu est mal choisi. Vous avez maintenant un onglet AI Gateway qui est en preview. Et là, en fait, vous allez pouvoir déployer une AI Gateway au travers de l'API Management, qui est un autre service, une autre ressource que vous avez dans Azure, qui va permettre de gérer le load balancing entre plusieurs agents, entre plusieurs modèles, qui va permettre de gérer pour chaque requête le coût associé, le nombre de tokens consommés pour bien faire la distinction entre les clients. Donc, en fait, vous allez avoir enfin une interface de gestion des API qui va être dédiée à tout ce qui est gestion des LLM et SLM qui sont déployés dans Foundry. Et tout ça managé par Microsoft. Donc, c'est vraiment un service que j'ai pu tester dernièrement et qui fait vraiment partie de la brique gouvernance de l'entreprise et qui permet de mieux gérer les coûts, de mieux gérer les requêtes, de refacturer en fonction des clients, d'assurer une haute disponibilité des ressources. Bref, je ne vais pas tout vous dire sur les gateways, mais allez le tester parce qu'en plus, quand vous le testez, il est déployé en Basic V2 et le coût associé n'est vraiment pas prohibitif versus le nombre de services proposés par l'AI Gateway. Ouais. Et même dernier point, j'y pense, avec l'AI Gateway, vous allez pouvoir l'appliquer à des projets Foundry. Et pour chaque projet Foundry, vous allez pouvoir répartir les tokens, parce qu'il y a des quotas sur les tokens consommés, entre les différents modèles. Donc, elle est capable, par exemple, si vous avez 3 modèles en target, elle est capable de dire, sur ce modèle, j'envoie 10 000 tokens. Sur celle-ci, je vais en envoyer 20 000 par minute. Et sur celui-ci, 30 000. Ce qu'on appelle le token rate per minute. Bref, c'est quand même un service qui manquait et qui est à disposition maintenant. Ok, donc ça, c'est Foundry. Pas mal. Ça, c'est Foundry. Allez, je bascule vite parce que le temps passe sur Copilot Studio. Donc, Copilot Studio, la première chose, c'est que lui, il est vraiment basé sur des agents. On verra que l'objectif de Microsoft, c'est pas forcément de mettre en avant des modèles, mais plus des agents. Donc, quand j'arrive dans Copilot Studio, soit je crée un agent from scratch. En haut à droite, vous avez le petit bouton Create Blank Agents. Soit je crée un agent avancé. Alors, quand vous créez un agent avancé, vous pouvez aussi décrire, en plus de la langue, la primary language de votre agent, mais vous pouvez aussi décrire comment vous voulez que l'agent soit créé. C'est-à-dire, en langage naturel, vous allez dire, moi, je veux créer un agent qui va automatiser l'achat de mon livre sur Amazon. Et Copilot Studio va essayer d'en générer un à la volée par rapport à votre prompt. Pour avoir testé, il y a quand même des limitations parce qu'il faut être très précis. C'est un peu ce que tu disais, Denis. C'est ça, avant la définition du prompt, quoi. Ouais. Voilà. Et toutes les entreprises ne maîtrisent pas et n'ont pas de prompt engineer à demeure. Donc, non, maintenant, pour démarrer, ça peut être pas mal d'avoir un premier projet, on va dire, non fini. Et puis après, tu continues à travailler dessus, mais bon. C'est vrai. Ou alors, tu peux utiliser, regarde, un template proposé par Microsoft. Oui, tout à fait. Ouais. Qui est pas mal aussi, parce que le document processeur qui est en preview, moi, je l'ai testé. C'est vraiment pas mal pour faire tout ce qui est processing de notes de frais, de factures, etc. Des documents dédiés au RH, à l'IT, qui sont prépackagés avec des prompts spécifiques proposés par Microsoft et avec des sources qui peuvent être du SharePoint, du OneDrive, etc. Moi, j'ai créé un agent qui s'appelle Agent Smith. J'espère que tout le monde connaît le film Matrix. C'est un prérequis pour regarder cette vidéo ou pour l'écouter en podcast. Dans Matrix, vous avez l'agent Smith, qui est pour le coup le méchant de l'histoire, mais bref, passons. C'est une IA. Et quand on y pense, c'est une IA qui faisait des actions. Alors vous allez me dire, ah non, si, puisque quand elle tirait sur le héros, ça avait un impact sur son physique dans la vie réelle. Si tout le monde a vu le truc. Et quand je parle de ça, on parle d'un film qui a plus de 15 ans. Et donc, le concept d'agent, moi, ça me fait toujours rire, mais le concept d'agent tel qu'il a été popularisé il y a 2 ans maintenant dans la communauté de ceux qui utilisent l'IA, quelque part, c'est basé d'une certaine façon sur, on pourrait faire le parallèle avec un film, avec un agent Smith qui tirait sur le héros. Bref. Et qui est une IA générative. Parce qu'on pourrait dire aussi que l'agent Smith est une IA générative. Tout à fait. J'ai créé un agent. On n'a rien inventé, quoi. C'est ça que tu veux dire. Tout Exactement. existait déjà. Grâce aux frères qui ont filmé Matrix. Voilà. Même si le dernier n'est pas top, les 3 premiers, j'ai adoré. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet, vous allez me dire, mais c'était ma petite minute de digression. J'ai créé un agent qui s'appelle Agent Smith avec une photo de moi dessus. J'aurais pu mettre celle de l'agent Smith.
Ici, on a à disposition des modèles proposés par OpenAI ou par Claude. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous me dites oui, mais moi, je veux aucun de ceux-là, eh ben, c'est pas très grave. Si je vais dans Tools, donc les tools, que je fais un Add Tool, et que je vais dans Prompt, par exemple, eh ben, regardez, je vais pouvoir sélectionner les modèles dont je viens de parler, mais vous avez aussi la possibilité que votre agent soit basé sur un modèle Fonderie, qui est le modèle routeur dont je vous ai parlé en début de session. Donc, on devient la frontière entre Fonderie et Copilot Studio s'amenuise dans l'interaction qu'ont les deux portails entre eux. Ouais, c'est ça. Donc ici, dans Overview, bah, c'est là où je vais définir les instructions, à quoi sert mon agent, les knowledge, donc les connaissances. Donc ces connaissances, elles peuvent être basées sur un site web que j'aurais scrappé, sur du SharePoint, Dataverse, du SQL, du ServiceNow, du Salesforce. Mais là où ça devient puissant, c'est que si je clique sur Show Unavailable, ici, et que je clique maintenant sur Advanced, ici, là, je vais me retrouver, regardez, avec des connaissances à disposition qui viennent de Dropbox, qui viennent de GitHub, qui viennent de Google Drive, qui viennent de Jira, qui est quand même un service très, très répandu en entreprise pour la gestion des tickets, etc., etc., etc. Donc, vous avez des connecteurs à disposition. Vous avez, bien entendu, la possibilité de demander à votre agent, quand il n'a pas forcément des réponses, de se baser sur des sources publiques. C'est cette petite case à cocher que moi, j'ai décochée, parce que je veux qu'il se base sur le site web de vente de chocolat Jeff de Bruges. Et puis, bien entendu, on va pouvoir ajouter des outils. Donc, on a vu les knowledge ensemble. On voit maintenant les outils. Donc, les outils, c'est très, très puissant. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Computer Use, typiquement. Alors, c'est quoi? Je vous fais court, hein, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. En gros, Computer Use va automatiser des tâches à votre place, soit basées sur des instructions que vous lui donnez. En gros, c'est va sur le site Amazon, cherche le nom Philippe Payola IA, prends le premier résultat, donc le livre, mets-le dans ton panier, sors la carte bleue qui est stockée dans un Keybolt et achète le livre de Philippe Payola et envoie-le à mon adresse. Donc ça, c'est les instructions. Premier choix. Deuxième choix, vous ne voulez pas perdre du temps à lui décrire chaque étape parce qu'il va falloir gérer les cookies qui vont apparaître, etc. Dans ces cas-là, vous installez un agent sur votre poste de travail, il va regarder comment vous travaillez et il va refaire les mêmes actions que vous. Donc ça, c'est la deuxième possibilité avec Computer Use. Troisième possibilité, c'est carrément une machine virtuelle. Vous allez pouvoir vous connecter dans un navigateur et toutes les actions vont être reproduites là aussi par Computer Use. Donc, on se retrouve avec un service qui permet d'automatiser des actions à la place de l'utilisateur et ça de manière assez bluffante parce que moi, je l'ai testé sur un browser virtuel. D'ailleurs, c'est juste ici. Ça marche vraiment très, très bien, quoi. Et je vous montre très rapidement un peu l'exemple que je viens de vous donner. Et quand je fais un test, en fait, là, ici, il va y avoir une machine virtuelle qui va être lancée et il va commencer à entreprendre les actions que j'aurais définies ici. Ah ouais. Et franchement, ça marche très, très bien. J'ai pas mal de clients qui l'utilisent. Et un dernier point, c'est que les crédentials, parce qu'au début, moi, je voulais vendre mes actions Microsoft à un prix spécifique. Et donc, j'allais sur Yahoo Finance, je me loguais et je regardais chaque jour le cours de l'action Microsoft. On peut automatiser ça en stockant les crédentials dans un Keyvault. Donc là, vous voyez, si je fais un add, un Keyvault, qui est le coffre-fort des clés de Microsoft, pour pouvoir rejouer les crédentials quand ils se connectent dans le browser virtuel. Donc voilà, c'est la petite digression dessus. Mais moi, j'aime beaucoup ce service et il répond vraiment à un besoin de clients. Parce que moi, j'ai des clients qui me disent tous les jours, Philippe, je dois aller chercher un fichier XLS avec les derniers produits vendus par telle société, l'importer dans mon SharePoint, mettre à jour les prix, nanana. En fait, avec Computer Use, il le fait très bien pour vous. Ah, c'est ça. Ouais. Ça ressemble un petit peu à Playwright, le MCP de... Exactement. Exactement. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans... Alors, pour le coup, j'en ai fait une autre vidéo de Playwright. Et quand vous allez dans le portail Azure, vous pouvez déployer un service qu'on appelle Playwright, comme tu dis, qui va vous permettre d'avoir un navigateur virtuel qui va entreprendre des actions par rapport aux requêtes d'un agent. C'est exactement le même principe. Tu as tout à fait raison.
Sauf que Microsoft, dans Computer Use, l'a packagé pour que ça soit friendly. Moi, quand j'ai testé Playwright, et pourtant je suis un ancien développeur, mais d'il y a 15 ans, je peux vous dire que ça m'a pris du temps de l'intégrer dans le code Foundry pour pouvoir l'utiliser au quotidien, quoi. Ouais. Depuis le repo GitHub. Là, tout est packagé. Ok. Donc ici, vous avez des connecteurs. Alors, il y en a un peu ce que tu disais, Denis, tout à l'heure sur Foundry. Bah, là, tu vois, tu en as aussi plusieurs milliers. Mais vraiment, ici. Donc, vous avez des connecteurs. Franchement, souvent, quand je parle à des clients qui me disent « Oui, vous avez tel connecteur », bah, je cherche dans le champ de recherche et je trouve le connecteur. Donc, je ne dis pas qu'on a tout, parce que ça serait un peu présomptueux, mais on en a quand même beaucoup. Est-ce que les connecteurs, c'est un peu comme dans la Power Platform où il y a ceux qui sont normales, natifs, gratuits et d'autres qui sont en payant? Issu, bah voilà, tu as tout résumé, c'est issu de Power Platform, en fait, les connecteurs. Okay. On va pouvoir rajouter un MCP, soit en authentification API, soit en authentification OAuth. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et le fameux, j'en ai pas parlé, enfin si, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le Dynamic Discovery, on l'a vu ici, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut proposer. Je trouve que c'est déjà pas mal. Les agents, ils peuvent communiquer avec d'autres agents. Donc là, regardez, je me suis amusé à créer un agent fabrique qui parle à une base SQL. Donc, je peux lui demander quels sont les produits les plus vendus. Et l'agent fabrique va répondre en parlant à ma base SQL et en générant des requêtes SQL. Vous avez un agent fabrique que j'ai créé dans Fabric qui parle à mes données. Et en fait, cet agent Smith, il est connecté à l'agent fabrique. Donc là, vous le voyez, si je clique dessus, j'ai créé une connexion entre mon agent Smith et mon agent fabrique. Ils se communiquent tous les deux. Et donc, quand je vais avoir des questions sur le lien entre mon agent fabrique et mes données sur le nombre de produits vendus, mon agent Smith, lui, il dit « Attends, Philippe, il demande combien j'ai vendu de produits, je vais faire appel à l'agent fabrique, qui, lui, parle à mes données via la requête SQL qu'il va générer. » Ouais, c'est ça. On est capable de créer des agents qui parlent à d'autres agents. Je vous ai parlé de Foundry tout à l'heure. C'est en preview ce que je vous montre, mais la possibilité qu'à un agent Copilot Studio de parler à un agent Foundry. Pareil pour du Fabric, je viens d'en parler. Pareil pour du M365. Voilà. Les topics, j'en ai plus ou moins parlé. Je fais vite. Je sais que le temps passe et vous allez me dire la vidéo, elle va faire 1h30. C'est pas bon, Philippe. Donc, je fais vite. Dans les topics, tout à l'heure, on a parlé d'escalate, de untold to representative. Donc, le fait de parler à un humain, de renvoyer la requête à un humain, typiquement, c'est ici. Je peux escalader une requête, je peux dire à mon agent, je veux parler à un être humain. Et automatiquement, l'agent va rediriger la requête à un être humain. Donc, vous voyez, les topics, c'est, on va dire, des parties d'une conversation que va avoir l'agent avec l'utilisateur final. On a d'autres onglets, sans trop entrer dans les détails, mais qui permettent de savoir la qualité de connaître la qualité des réponses, le nombre de crédits utilisés, parce que le système de licensing dans Copilot Studio, ce n'est pas des tokens, c'est des crédits qui peuvent être assimilés parfois à des messages d'ailleurs. Et enfin, dans Channel, et je terminerai là-dessus pour la démo Copilot Studio, on va retrouver les différents canaux de distribution de votre agent, qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut retrouver dans Foundry. Donc là, vous voyez, il y en a pas mal. Il y a du WhatsApp, du Slack, du Telegram, du Teams, du SharePoint, etc. Du Salesforce. Moi, j'ai un client qui l'utilise pour du Salesforce et ça marche très bien. Je vous ai quand même... Oui, vas-y. Non, je dis ça c'est tout ce qui est publication, etc., qui est effectivement intéressant, mais il y a, je ne sais pas si tu veux en parler, ce que moi j'aime bien aussi, et ce que apparemment beaucoup de clients utilisent, c'est le bouton de test. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, ça te permet de tester ton flux, de poser des questions, d'obtenir des réponses et de voir par quel topic, quelle action, enfin voir vraiment le détail schématiquement par où il passe, quoi. Donc quand il faut développer quelque chose, entre guillemets, le débugger, c'est quand même assez pratique d'utiliser ce mode-là, quoi. Et c'est intégré directement dans l'interface, quoi. Ouais, tout à fait. Je peux lui dire, par exemple, Who are you? Et en fait, automatiquement sur la gauche, voilà, il va lancer le test associé, le workflow associé. Il va, par exemple, se connecter à un serveur MCP.
puisque je l'ai connecté à un agent fabrique. Donc là, j'ai la possibilité de valider ça. Alors là, ça ne va pas marcher parce que je pense que j'ai arrêté ma capacité fabrique. C'est-à-dire le compute fabrique, il faudrait que je le relance pour vous faire la démo. Vous voyez, là, il montre toutes les étapes. Ouais, c'est ça. Et là, voilà. Donc, il est passé par l'agent fabrique, par les sources de données, etc., et les topics associés. Et le premier topic associé, c'est bonjour, nanana, salut, je suis l'agent fabrique, que je vais retrouver regardez, en cliquant dessus, directement, il m'a ouvert l'onglet topic et le message associé. C'est ça. Ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça intéressant dans la conception du flux, conception du bot. Je trouve ça intéressant. C'est vrai. C'est juste. Voilà. J'ai fini concernant Copilot Studio. J'ai juste un dernier point à vous dire, ce que je n'ai pas dit dans Foundry, c'est que par exemple, quand on crée un agent, on a le playground. Donc, ça permet aussi de tester, comme le bouton test dont tu viens de parler. Ouais, c'est ça. Donc, c'est exactement le même principe. Le seul point aussi, c'est qu'on va pouvoir visualiser le code. Alors, pour une raison, est-ce que je ne suis pas dans le bon? Il m'a dit d'aller dans Agent List. Allez, on y retourne. Voilà. Ici, regardez, j'ai le bouton code où je vais pouvoir visualiser le code en différents langages, JavaScript, Python, C, etc. proposés. Ça montre aussi qu'on peut l'ouvrir directement dans Visual Studio. Et ce qui est tout nouveau, c'est que dans Preview, déjà, on peut visualiser à quoi ressemblera l'agent sur un site web. Donc là, vous voyez, il m'ouvre un site web temporaire avec mon agent. Mais en plus de ça, dans Publish, ce qui se rapproche quand même de Copilot Studio, on peut publier notre agent Foundry dans Teams ou M365 Copilot. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est plutôt récent, ça date de quelques semaines, ce que je vous montre. Bon, j'ai juste une question, tu peux juste aller voir dans le langage C# parce qu'on a plus de C# que de Javaïste chez nous. C'est quoi la bibliothèque qui est utilisée derrière? C'est celle de base alors, ok. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les agents, sur quel service choisir plutôt que tel autre, les aspects souveraineté des données, etc. Est-ce que vous avez des questions? Ben, moi, j'ai posé mes questions au fur et à mesure. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Si j'essaye peut-être juste de résumer un petit peu les deux aspects dont tu viens de parler, le Foundry, j'ai l'impression que c'est plus à destination, enfin plus à orientation de développeurs, puisque tu vois du code à la fin, des choses comme ça, ce que tu n'as pas, je pense, dans Copilot Studio, qui est plus à orientation de, je sais pas, des non-développeurs où ils veulent effectivement créer des Citizen développeurs. Citizen développeurs, voilà. Et j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc, est-ce que je suis dans le bon ou c'est Ah oui, tu étais dans le bon. C'est du low code, no code. En tout cas, c'est vendu comme ça Copilot Studio, quand Foundry est vraiment très orienté développement et intégration d'un agent d'une IA dans une application existante. Ouais, tout à fait. Ok, bah non, c'était un petit peu ce dont je voulais parler ici. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points, toi, Adrien. Non, après, la question qui reviendra toujours dans ce genre de choses, c'est comment est-ce qu'on peut estimer le coût, l'argent que ça va avoir, enfin que ça va. Est-ce que toi, tu as une réponse là-dessus, à part. Je l'ai montré un peu. Ici, tu as une estimation du coût dans le dashboard. C'est moins une estimation, si j'ai bien compris. C'est plus une. C'est pas une estimation prévisionnelle, j'ai envie de dire. C'est ce que tu as consommé. Là, il va te dire. Non, c'est un coût estimé. C'est un coût estimé. Ça dépend du nombre de tokens. Parce qu'en fait, vous êtes facturé en nombre de tokens. Un token égale à peu près 4 caractères en langue anglaise. Ça dépend du prompt, ça dépend des completions sur Foundry. Mais pour répondre, premièrement, il y a ce dashboard qui a le mérite d'exister. Deuxièmement, dans l'AI Gateway, vous allez avoir vraiment pour chaque requête le nombre de tokens associés. Et troisièmement, dans la calculatrice, donc là sur le portail Azure, quand vous allez alors pas dans la calculatrice, mais dans Cost Management, je ne sais pas pourquoi j'ai dit calculatrice, dans Cost Management, vous avez sur la gauche Cost Analysis, et là, vous allez avoir un cost par ressource, ou accumulé d'ailleurs. Ouais. Par exemple, si je fais cost par ressource, on va voir que... Il va mettre une prévision, une forecast, quoi. Ouais, c'est un coût. Non, c'est le coût actuel. Alors, il n'est pas à jour parce qu'il y a un délai avant la mise à jour. Mais ici, vous allez avoir le coût. Hein, on parle vraiment de coût actuel. Et après, vous allez avoir la facture qui va être téléchargeable. Il n'y a pas la prévision? Parce qu'il me semblait que
Oui, tu as, mais c'est pas là où j'ai montré. En fait, si on revient, tu as accumulated cost, par exemple, et là, tu vas avoir un forecast. Ah oui, c'est ça. Voilà, ouais. Ouais, donc il y a C'est pas quand le même modèle que moyen j'ai de trouver montré. ce genre d'infos. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Et Si là, on part sur typiquement, la si je même idée. continue, je vais arriver à une facture de forecast cost de $200 à la fin du mois de mars. Ouais. Ok. Voilà, pour répondre à la question. Ok, parfait. Très bien. Mais je ne sais pas si toi, Adrien, tu avais d'autres points. Moi, ici, on a déjà bien discuté en intro sur tous les éléments liés plus à l'IA, l'aspect technique aussi avec les différentes démos. Donc, moi, je suis parfait. Je suis très, très content de ce que j'ai appris aujourd'hui. J'espère que les auditeurs aussi. Mais donc, je ne sais pas si toi, Adrien, il y avait d'autres choses dont tu voulais parler. Pas pour autant, pas plus pour le moment. Je pense qu'on peut éventuellement se revoir, Philippe, si tu es chaud, pour discuter plus philosophique de la partie IA. Ah ouais, moi, c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Pour le coup, si ça vous intéresse, celles et ceux qui écoutent ce podcast et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on prévoira une autre session sur la dette cognitive, l'effet Google, les études qui sont parues du MIT, d'Harvard, etc., sur l'impact de l'IA sur nos cerveaux. Parce que clairement, il y a un impact, et de plus en plus, y compris de nos chers enfants, sur nos chers enfants. Et donc, je pense que ça, c'est un enjeu à prendre en compte, voire de santé publique à terme. Parce que l'IA, quand elle est utilisée comme sparring partner, c'est très bien. Mais quand elle est utilisée pour remplacer notre réflexion et notre critique et rendre des devoirs, somme toute, identiques, là, ça n'a plus d'intérêt. Bon, on pourra en reparler, oui, avec plaisir. Oui. C'est une très bonne idée de demander, de demander aux auditeurs s'ils ont des questions là-dessus, de les mettre dans les commentaires, et comme ça permettra d'avoir justement des sujets de discussion lorsqu'on refera le prochain enregistrement sur base de ces questions, et on en rajoutera évidemment plein d'autres pour pouvoir compléter un petit peu tous ces sujets-là. Ouais. Avec plaisir, messieurs. Dernier point. Oui. Merci pour l'invitation. On ne se Merci à rend toi, pas surtout. compte, à vous qui nous écoutez, du temps pris par ceux qui animent des communautés, telles que vous, pour le coup, Denis et Adrien. Je sais qu'il y a Christophe aussi qui n'a pas pu joindre, mais mon point, c'est aussi de dire que c'est des gens qui le font gratuitement, qui le font parce qu'ils aiment partager les connaissances qu'ils ont acquises au plus grand nombre. Et je pense que c'est quand même suffisamment important de le mentionner. On a toujours tendance à écouter du contenu en se disant il est gratuit, je l'écoute. Mais derrière, il y a un travail, il y a du temps de vie qui est passé pour faire que ce genre de webinaire soit un succès. Donc, merci à vous pour le coup. Et n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires, ceux qui nous écoutent. Merci à toi, parce que sans des personnes comme toi, évidemment, ce genre de podcast ne peut pas exister. Donc, c'est très gentil aussi d'avoir accepté notre invitation, et on essaiera de continuer de refaire un enregistrement sur ce sujet, de suivre évidemment tout ce que tu fais également. Donc, ça peut être que très bien pour la suite de notre veille technologique, comme on dit, puisqu'on sert un petit peu à ça aussi. Exactement. Et je pense qu'au niveau de la veille, dans 2 semaines, on a prévu un autre enregistrement avec une de tes collègues, Alexandra. Alors, je ne vais pas écorcher son prénom. Elle travaille aussi chez MS France et on a aussi parlé un peu d'IA. Mais on vous laisse la surprise quand on va le publier dans 2 semaines. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, messieurs. On est au bout de cet épisode. Si vous avez d'autres remarques à nous soumettre, d'autres commentaires, vous savez, comme d'habitude, vous le mettez en dessous de nos vidéos YouTube, en dessous du flux MP3 sur le site internet, par exemple. Et comme l'a dit Philippe, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'argent aussi, rien que pour l'hébergement, le montage, les outils qui sont derrière. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous allez sur tipeee.com/devaps et vous allez ainsi pouvoir nous faire plaisir et nous améliorer la qualité, si on peut encore améliorer cette qualité. C'est proche de la perfection, Denis. On est proche de la perfection. Je m'en doutais. Et la perfection n'existe pas en ce monde, malheureusement. Oui, c'est ça. On ne l'atteindra jamais. Est-ce qu'elle existe d'un point de vue IA? C'est ça la question. La IA parfaite existera un jour. Et qu'est-ce que la perfection derrière? Voilà. Autre débat. Merci à vous. On va pouvoir se quitter ici et se retrouver lors du prochain enregistrement. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.